voilà où je veux en venir. C'est que finalement, vous voyez, on est en 1951, on est en gros à l'orée des années 60, et là, nous allons connaître encore des guerres qui sont des guerres coloniales, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, et puis, miracle. À partir de la fin des années 60, après les 30 Glorieuses, l'Europe, et la France en particulier, deviennent riches et entrent dans une longue phase de paix. Et ça, dans leur histoire, c'est totalement nouveau. Nous avons créé des concepts, nous les avons exportés, mais encore une fois, nous avons pendant très très longtemps, voire toujours, été les victimes en réalité. Étaient les pays pauvres, étaient les pays qu'il fallait aider. C'est ceux qui avaient le plan Marshall, c'était ceux qui recevaient l'aide de la Croix-Rouge ou du Haut-Commissariat pour les réfugiés. Et puis à partir des années 70 du XXe siècle, tout d'un coup, nous sommes en mesure d'entrer aussi sur la scène humanitaire comme des donateurs, comme des gens riches, comme des gens qui peuvent faire le bien et non pas seulement recevoir l'aide des autres. Et on a oublié cette histoire parce qu'on l'a vécue. En tout cas, beaucoup d'entre nous l'ont vécue. On est entré dans cette nouvelle phase, dans cette nouvelle période, avec une sorte d'enthousiasme qui d'ailleurs se reproduit aujourd'hui. Chaque fois qu'on voit un pays en développement, chaque fois qu'on voit une bourgeoisie qui se crée quelque part, elle s'intéresse à l'humanité en général. Dès que des gens atteignent une certaine forme de prospérité et de sécurité, ils s'intéressent à l'humanité. Donc c'est ce qui s'est passé ici. Et à la fin des années 70, dans cette Europe et dans cette France qui était débarrassée du problème colonial, qui était suffisamment riche pour avoir un surplus de diplômés, de médecins, d'avoir un courant de donateurs suffisamment significatif, etc., qui avait aussi l'assistance de l'Union européenne qui commençait à se créer et qui a constitué une force très importante pour la création des ONG. Cette Europe est entrée au fond, dans une phase nouvelle, qui est une phase de paix, dans laquelle son rapport au monde, tout son rapport au monde, s'est construit sur cette idée de bienveillance, sur cette idée de coopération, et en particulier sur l'humanitaire. Alors la tête de gondole dans cette nouvelle affaire, ça a été effectivement la création d'ONG, comme Médecins sans frontières, qui étaient les plus modernes, puisqu'elles étaient les dernières. Vous savez, c'est toujours pareil, c'est les gens qui ne refont pas la devanture de leur boutique, au bout d'un moment, c'est eux qui ont la plus moderne, puisqu'ils font le dernier. Ben nous, c'est ce qui s'est passé. Nous avons créé les outils les plus adaptés au monde de l'époque. Alors, en 1970, puisque MSF a été créé en 1971, s'est produit une guerre très étrange, une guerre que personne n'attendait. Une guerre qui se déroulait en Afrique, et qui se déroulait qui n'était pas une guerre coloniale. Il n'y avait plus d'affaires de colonisation, décolonisation. Ce n'était pas une guerre Est-Ouest non plus. Ça, on avait l'habitude. Bon, crise de Berlin, crise des fusées, etc. Non, ce n'était pas ça. En 1970, s'est créée une guerre au Biafra, qui était une guerre étrange parce qu'elle survenait dans un pays nouvellement indépendant, le Nigeria, qui avait tout pour rester, j'allais dire, en paix, en sécurité et se développer. C'est un pays riche, c'est un pays pétrolier. Et voilà que ce pays, tout d'un coup, se casse, qu'une partie du pays veut faire sécession, la partie du sud-est, riche et chrétienne, peuplée par les Igbo. Et dans cette situation, grand désarroi, qu'est-ce qu'on fait ? Alors on a tout le matériel que je vous ai décrit de l'ordre de Malte qui sent le bénitier breton XIIe siècle jusqu'aux Nations Unies en passant par la Croix-Rouge, on a tout ça, et personne ne peut agir. Pourquoi ? Le Biafra, vous savez, c'est sur une côte, c'est sur la côte du golfe de Guinée, et en face il y a une île qui s'appelait Fernando Po autrefois, qui était une île qui était une colonie espagnole, qui maintenant s'appelle Malabo, c'est la Guinée équatoriale. À l'époque, on n'avait pas encore découvert de pétrole là-bas. C'était une petite île volcanique, et d'énormes moyens de secours sont arrivés sur cette île. Il y avait des avions alignés avec de l'aide, avec tout ce qu'on voulait.
Et puis, par beau temps, de l'autre côté de la baie, on voit les côtes du Biafra. Et de l'autre côté, il y avait les enfants qui mouraient de faim, qu'on voyait tous les soirs à la télévision, avec les kwashiorkor, le gros ventre, etc., tous les soirs. Et on ne pouvait pas y aller. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'intuition de Dunant, d'une certaine manière, s'était retournée. C'est-à-dire que tout à coup, le droit, qui selon lui permettait d'atteindre les victimes, dans une situation comme celle-là, nous empêchait d'y aller. C'était à cause du droit et pour respecter le droit international, parce qu'il y avait la souveraineté d'un État nouvellement indépendant, qu'il n'était impossible d'utiliser ces moyens de secours pour se porter au secours des gens qui étaient en face. Et donc là, si vous voulez, il y a eu une sorte de retournement dans les consciences, et un certain nombre de gens ont dit, à l'époque, qui étaient des jeunes médecins, etc., se sont dit, il faut substituer autre chose au droit. Et il y a toujours ce vieil antagonisme entre le droit et la justice, faire appel à autre chose que le droit, puisqu'on n'a pas le droit d'y aller. Mais prenons-le au nom de la justice. Et puisque les États sont empêchés, puisque le droit international les en empêche, il y a la souveraineté de cet État qui refuse qu'on intervienne, eh bien, il ne faut pas s'appuyer sur les États, il faut s'appuyer sur l'opinion publique. Cette opinion publique, elle est émue tous les soirs parce qu'elle voit à la télévision, eh bien, il faut lui demander de l'aide. Et c'est comme ça que se sont créées ces ONG. Au départ, elles se sont créées pour être des instruments qui ne dépendent pas des États, qui soient très liés à la presse, parce que la presse permettait d'agir directement à partir de l'émotion de l'opinion publique et donc d'obtenir les moyens d'agir. Et puis, avec une sorte de révolte contre l'idée du droit et une opposition à ça qui était de dire il y a un devoir qui s'oppose à ce droit, ce devoir d'ingérence qui sera évoqué, qui posera tant de problèmes par la suite, mais il y a une sorte de devoir moral qui s'impose et qui contredit le droit positif. Donc, vous voyez, les outils qu'on a créés à partir de là, des années 70, là, Médecins sans frontières, puis d'autres, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres par la suite, bien sûr, constituent l'entrée dans une nouvelle, un nouveau moment, je veux dire, de notre histoire. Notre histoire de l'humanitaire, mais même notre histoire tout court, dans notre rapport aux autres. Et c'est si vrai que la création de ces organisations, auxquelles j'ai eu le bonheur de participer, parce que finalement, maintenant, je fais partie des dinosaures, quoi. Là, quand j'ai vu, oui. Et donc, bref, mais je les ai vus naître, ces organisations. Médecins sans frontières, c'était grand comme cette scène. On était une bande de clampins. Enfin, voilà, c'était... Il n'y avait rien, mais il y avait une idée. Il n'y avait pas de moyens au départ. Il y avait très très peu de moyens et très très peu d'efficacité, pour être tout à fait franc. Mais il y avait une idée, et cette idée était si... propice correspondait si bien, si vous voulez, à la nouvelle façon de se vivre, j'allais dire, de ces populations européennes, que le succès va être considérable. Il va être considérable déjà financièrement, puisque ces organisations vont croître d'une façon absolument exponentielle. Et elle va être c'est une idée qui va être très féconde aussi dans les moyens d'agir, parce que le monde de l'époque va donner un boulevard à ces organisations. Pas tellement d'ailleurs comme on l'avait pensé, parce qu'au départ on pensait qu'il y aurait des petits Biafra partout. L'idée, ce qui présidait à la création des MSF, c'était ça, c'était de se dire, au fond, ces pays qui viennent d'acquérir leur indépendance, eh bien, ils vont se casser en morceaux. Et il va y avoir donc des Biafra, des crises de ce type dans beaucoup d'endroits. Ce qui a donné l'impression que ça se vérifiait, c'était la guerre entre l'Inde et le Pakistan en 1971, avec la sécession du Bengale oriental, qui est devenu le Bangladesh, qui avait été décolonisé avec le Pakistan. Le Pakistan originel était fait de 2 morceaux. Et puis ce morceau-là s'est cassé. Donc on s'est dit, voilà, le modèle du Nigeria va se reproduire partout. Alors ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, les pays nouvellement indépendants, notamment en Afrique, ne se sont pas cassés. Ils ne se sont pas cassés pour des tas de raisons, et notamment parce que la charte des Nations Unies, de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, a vraiment intégré complètement la notion d'intangibilité des frontières africaines, des frontières issues de la décolonisation. Et finalement, on n'a pas touché à ça, pratiquement pas.
Il n'y a aucun pays qui ait vraiment connu ça. En revanche, ce qu'on a connu partout, c'est l'arrivée de la guerre froide dans les pays du Sud. Et à partir de 1975 à peu près, il y a eu une multiplication de petits conflits dits de basse intensité. Ces poussières de guerre, comme disait Christophe de Ponfilly, qui vont se répartir comme ça dans l'ensemble du monde, dans le Sud. Hein, entre, par exemple, au Mozambique et en Angola, au moment de la décolonisation portugaise, avec l'arrivée des sandinistes au Nicaragua, hein, avec la révolution éthiopienne, et avec l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques, avec l'entrée des Khmers rouges au Cambodge, etc. Donc des conflits de basse intensité, des petits conflits, avec des mauvais combattants de part et d'autre, des mauvaises armées, des mauvaises guérillas, des gens vraiment incompétents, mais qui faisaient des dégâts considérables dans les populations civiles, avec des centaines de milliers de réfugiés qui pouvaient fuir d'un jour à l'autre, etc., à travers une frontière. Donc, tout ça, dans ces années 80-90, a donné une énorme capacité d'action et besoin d'action aussi pour cette humanitaire essentiellement européen à l'origine, ces French Doctors, même français on pourrait dire, que nous avons créés. Autrement dit, nous, on est arrivé tard là-dedans, mais on est arrivé en fanfare, comme souvent les Français. Donc, et avec des résultats qui étaient des résultats considérables, puisque finalement, dans ce dernier moment de la guerre froide, personne ne pouvait faire ce boulot. Personne d'autre que nous ne pouvait faire ce boulot. Vous ne pouviez pas envoyer un militaire en Afghanistan, c'était pas possible. Il y avait les soviétiques en face, etc. C'était trop dangereux, il y avait encore la guerre froide, on ne pouvait pas. Donc, les ONG se sont développées là-dessus. Et puis, 1990, fin de la guerre froide, fin du chute du mur de Berlin. Et là, on aurait pu croire que ça allait changer notre activité. Pas du tout. Le modèle de l'humanitaire tel que l'avaient créé ces ONG s'est propagé à l'État. C'est-à-dire que les gouvernements se sont mis à faire de l'humanitaire. Et les crises nouvelles qui ont eu lieu à partir de 1990, comme celle de Bosnie par exemple, ont reçu des réponses humanitaires. Les gouvernements ne savaient pas quoi faire, en gros. Il y avait cette pression des opinions publiques, avec ce que les Anglais appellent le « do something syndrome », faites quelque chose. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on faisait? De l'humanitaire. Et ça a été la prolifération, souvenez-vous, des opérations de maintien de la paix, où on envoyait des malheureux casques bleus livrer du lait dans les différents endroits du monde. Autrement dit, le modèle humanitaire s'est imposé à notre diplomatie. Et ça a été au-delà, puisque petit à petit, il s'est imposé, y compris à des entreprises de type militaire. Au Kosovo d'abord, quand l'OTAN est intervenue, et puis de fil en aiguille dans des opérations comme celle de Libye, par exemple, au moment du printemps arabe, qui étaient des opérations menées au nom de l'humanitaire. L'opération des Américains en Irak ayant été un peu du même genre. Autrement dit, on est arrivé dans une période, on a vécu ces 50 ans, avec un rapport au monde qui était celui de gens qui avaient enfin atteint cette prospérité, qui ne se sentaient pas vraiment concernés par les crises, et qui répondaient à tout ça par la générosité. Générosité privée, les ONG, ou générosité incarnée éventuellement même par des tanks et des avions, sous forme d'opérations de maintien de la paix, voire d'opérations militaires. Voilà. Mais tout ça avait quand même un point commun, c'est que nous étions toujours en paix. Et je parle de ça jusqu'à une période tout à fait récente. Nous étions toujours en paix. Les guerres se passaient loin. Et au fond, l'humanitaire a toujours ça de particulier, qu'il est une réponse à la fois d'engagement moral, mais au fond de désengagement stratégique. C'est-à-dire que quand... Voilà, c'est une réponse qui est donnée à des conflits qui ne vous touchent pas.